bonsoir à tous. Je vais parler au nom de toutes les trois. Nous sommes ravis d'être ici. Nous sommes ravis de pouvoir échanger avec vous sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir l'égalité femmes-hommes. On remercie Gérézo d'avoir organisé cette parole d'auteur. On va se présenter rapidement. Ça sera plus simple pour ensuite échanger. Donc moi, je m'appelle Mélanie Duvernay-Pré. Je suis l'avocate du livre. Moi, je suis Véronique Mahé, je suis la journaliste du livre. Et moi, je suis Marie-Hélène Jouron, je suis la juriste qui s'est spécialisée sur la législation égalité femmes-hommes au travail. Alors, pour que ça soit un petit peu amusant, on va commencer un petit peu par un quiz et ensuite, on abordera chacune des parties qui figurent dans notre livre. Alors, la première question, à votre avis, combien d'hommes pensent que les hommes ont naturellement plus le sens de l'orientation que les femmes? On vous fait 3 suggestions. 54%, 35% ou 22%. 54%. Vous pensez que les hommes pensent qu'eux ont plus le sens de l'orientation, donc ça fait à peu près 1 homme sur 2? Oui. Ouais. Alors, réponse? Eh ben non, en fait, c'était un petit peu moins, 35%. Question numéro 2. Combien d'hommes déclarent qu'il est normal que les femmes s'arrêtent de travailler pour s'occuper de leurs enfants? 40, 35 ou 16? Alors, 16 par là. 16. 16. Ben, écoutez, 35. Et la réponse est 40. C'est énorme. Voilà. Un peu moins d'1 homme sur 2 pense qu'effectivement, il est normal qu'une femme s'arrête pour s'occuper de ses enfants. Question numéro 3. Alors, d'après vous, quelle est la part de femmes parmi les diplômés d'un titre d'ingénieur? Et le chiffre est sur de l'année 2020. 35, 28, 28. Ouais. Alors, c'est effectivement 28%. Donc, ce qui est intéressant de donner comme précision, ce sont des chiffres qui sont tirés du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, les derniers chiffres connus sont 2020. Alors, ce qu'il est intéressant de noter, bon, c'est déjà 28%, c'est pas beaucoup. Mais c'est surtout que ça a baissé en 5 ans. Entre 2015 et 2020, on est passé de 29 à 28. Et que si on regarde l'année 2020 par rapport à l'année 2020, nous avons gagné 6%, 6 points. C'est-à-dire qu'à la fois on progresse très lentement et il y a même une régression. Voilà. Alors, question numéro 4. Combien de femmes estiment que les hommes doivent protéger les femmes? 65%, 52% ou 34%? 54. 54. 52, pardon. Allez, 52. Et c'est 65. Voilà. Ça, ce sont des chiffres qui sont tirés du dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui est paru en janvier 2023. Voilà. Ça, c'était pour la partie chiffres. Alors effectivement, c'est un chiffre qui est assez édifiant. Ça veut dire qu'il y a plus d'1 homme sur 2 qui considère que nous, là, les femmes, on devrait être protégées, en fait. Les hommes, c'est non, plus. Les hommes, c'est plus. 67%, les hommes. Voilà. C'est les femmes qui pensent qu'elles doivent être protégées. Donc effectivement, nous, on devrait sortir. Donc ça veut dire que si on sort, on doit être protégé. Donc à peu près toutes ces femmes-là, celles-là, elles peuvent sortir toutes seules, mais celles-là, il faut qu'elles soient accompagnées tout à l'heure. Donc effectivement, les chiffres sont assez édifiants. Donc par rapport à l'égalité femmes-hommes, il faut revenir sur les grandes dates, parce que c'est un concept assez ancien. Et il faut revenir sur les grandes dates pour comprendre comment ça s'est passé et quelle évolution on a aujourd'hui et où on en est aujourd'hui. Alors, c'est un concept assez ancien parce que si vous vous souvenez, Olympe de Gouges, elle parlait de la déclaration des citoyennes et de l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Et ça, c'était 1791. Donc, c'était il y a déjà plusieurs siècles. Alors après, finalement, en 1804, on revient un peu en arrière puisque le code napoléonien nous dit, le code civil, la femme doit obéissance à son mari. C'était il y a pas très longtemps, 1804. Et il a quand même fallu attendre 1945 pour que les femmes puissent, non, c'était 44, les femmes puissent voter c'était le droit de vote accordé aux femmes en 44, elles ont voté la première fois aux élections municipales en 45. Vous vous rendez compte, entre 1804 et 1945, en fait, c'est pas passé grand-chose. Et après, il y a eu une inflation législative. Alors, on vous a mis les plus grosses lois, mais il y en a eu beaucoup plus.
Et ça a commencé à peu près à partir des années 60. Et dans les années 60, notamment en 65, la femme a pu ouvrir un compte bancaire à son nom et elle a pu travailler sans demander l'accord de son mari. Ça veut dire que si j'étais en 1960, moi, il aurait fallu que je demande à mon mari d'aller travailler et en plus, l'argent que j'allais gagner, j'allais le mettre sur son compte en banque. Et effectivement, 1965, c'est pas très loin, finalement, en termes chronologiques. Ensuite, 1972, alors là, vous allez rire, c'est l'égalité des rémunérations. On vous parlera tout à l'heure des chiffres, on en est un petit peu loin. Après 1983, on a la loi Roudy qui a mis en place l'égalité professionnelle. Ensuite, 2011, sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration, c'est la loi Copé-Zimmermann dont on parle dans notre livre. Et ensuite, 2021, c'est une loi qui a mis en place des quotas, le quota de 40%, et qui a mis en place différentes mesures concernant l'égalité. Donc ça veut dire que depuis 1804, on a quand même évolué. Il y a eu pas mal de lois au niveau de l'égalité femmes-hommes, mais malheureusement, aujourd'hui, l'égalité, on n'y est pas vraiment encore. Donc, on va vous montrer quelques chiffres. Alors, on a pris des chiffres en droit du travail sur l'écart de rémunération. Donc, dans le secteur privé, en 2015, on avait un écart de rémunération femmes-hommes de 17,6%. Donc, 2018, 3 ans plus tard, on a un petit peu baissé cet écart. On est passé à 16,8%. Mais c'est quand même assez énorme. Et dans le secteur public, c'est complètement différent puisque on a une différence qui est moindre, mais on a quand même une différence, alors certes qui baisse aussi, mais on a quand même un écart de 12,4%. Donc ça veut dire que malgré toutes les lois et malgré tout l'arsenal législatif qu'on a en place, on n'a encore pas à l'égalité au niveau des rémunérations. Donc en fait, toutes ces lois pour vous dire que on est effectivement loin de l'égalité femmes-hommes. Ensuite, nous, dans notre livre, on a abordé plusieurs points et aujourd'hui, on a essayé de vous présenter les points les plus évoquants, qui évoquent le plus de choses à notre sens. Donc moi, je vais vous parler du sexisme, Marie-Hélène va vous parler de l'index égalité et Véronique vous parlera de la vie privée et vie professionnelle. Alors, sur le sexisme, il est défini, je vous l'ai mis, il est défini par le Code du travail. C'est nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout... Non. Nul ne doit subir d'agissement sexiste qui est défini comme un agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant. Donc effectivement, c'est une définition qui est très large. Donc en fait, le sexisme, il s'appuie sur des stéréotypes de genre. Donc des stéréotypes et notamment associés aux femmes. Je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être un petit peu plus parlant pour vous. C'est peut-être un exemple dont vous avez eu connaissance. C'était un animateur TV qui a animé une émission sur France 2. Et c'était en 2017. Au cours de cette émission, il a fait une blague. Alors, je vais vous expliquer la blague. Alors, les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà 2 œufs au beurre noir? Ben, on lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer 2 fois. Donc ça, c'est sexiste. Alors cet animateur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été licencié. Il a contesté son licenciement, conseil de prud'homme, puis cour d'appel, puis cour de cassation. Et en fait, lui, il disait, mais moi, c'est ma liberté d'expression. Donc, d'un côté, il avait la liberté d'expression, de dire ce qu'il voulait dire à la télé, et de l'autre côté, effectivement, il y avait ses propos qui étaient sexistes. Et la cour de cassation, elle n'est pas du tout allée dans son sens, puisque la cour de cassation, elle a considéré qu'effectivement, les propos étaient sexistes et qu'il fallait privilégier la nature sexiste des propos par rapport à sa liberté d'expression. Donc effectivement, le licenciement était parfaitement justifié. Donc les propos sexistes, c'est exactement ça. Je précise aussi que les propos sexistes, ils n'ont pas forcément de connotation sexuelle, c'est en rapport avec le statut de femme. Alors quelles sont les obligations de l'employeur par rapport à ce sexisme? Ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que le sexisme en tant que tel, il est pas répréhensible pénalement, c'est pas une infraction. C'est pour ça que dans le cas que je vous citais, c'est juste au niveau du droit du travail. Et justement, l'employeur, il doit faire attention par rapport à ses agissements sexistes au sein de l'entreprise. Et notamment, il a plusieurs obligations. La première obligation, c'est qu'il doit inscrire cet article de loi que je vous citais tout à l'heure dans le règlement intérieur de l'entreprise. Ensuite, il doit mettre en place diverses mesures pour justement sensibiliser ses salariés à cette notion-là. Il peut mettre en place des ateliers ludiques, des conférences, des vidéos. Il met en place différentes formations pour justement
faire en sorte que les gens prennent conscience de ces propos, de la nature sexiste de ces propos, et pour que ces propos disparaissent. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas d'élément pénal au sexisme, mais depuis 2018, on a l'outrage sexiste, et l'outrage sexiste, là, c'est une infraction, donc c'est constitué par différents faits, et c'est sanctionné dans le code pénal. Alors l'outrage sexiste, c'est le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant et humiliant. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est le harcèlement de rue. C'est les hommes qui peuvent vous siffler, c'est les hommes qui peuvent suggérer des bruits obscènes, c'est les hommes qui peuvent suggérer quelque chose en imitant un acte sexuel. C'est ça l'outrage sexiste. Et l'outrage sexiste est sanctionné pénalement. Alors ça peut être aussi des commentaires dégradants sur le physique ou sur la tenue vestimentaire. Ça peut être aussi des propositions sexuelles ou des questions intrusives sur la vie sexuelle. Ça, on est sur des outrages sexistes. Et étant donné que c'est sanctionné pénalement, les peines maximales peuvent être une amende de 750 € à 1 500 € et des peines complémentaires, et je les ai notées, les peines complémentaires. Les peines complémentaires, ça peut être des stages, participer à un stage de lutte contre le sexisme. Donc effectivement, ça c'est l'outrage qui est sanctionné pénalement, à la différence du sexisme qui est sanctionné que au sein de l'entreprise dans laquelle l'employeur a des obligations pour sensibiliser ses salariés. Ok, alors sanctionner le sexisme, c'est très bien, mais encore faut-il montrer encore faut-il avoir des outils, qui montrent que les femmes sont victimes de discrimination. Et l'un des outils qui est à disposition des employeurs, c'est donc l'index égalité, dont Marie-Hélène va nous parler maintenant. Alors l'index égalité, c'est un outil donc qui a été mis qui a obligé les entreprises, en fait, à calculer une note. Alors, c'est un outil qui a été mis en place par la ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, en 2018, où elle faisait le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire ça n'avance pas, notamment en matière de rémunération, les écarts sont toujours présents. Les chiffres que l'on vous a montrés, en fait, progressent très très peu. Donc ça stagne, et elle avait effectivement repéré qu'il y avait de la discrimination pure. C'est-à-dire la discrimination pure, c'est le fait que je vais payer moins une femme parce qu'elle est femme. Sur les écarts de salaire qui vous ont été présentés, il y a une grande part que l'on explique. Que l'on explique parce que les femmes travaillent majoritairement à temps partiel, parce que les femmes n'occupent pas les mêmes métiers, elles ne sont pas sur les mêmes filières de métiers, et également elles n'ont pas les mêmes postes dans la hiérarchie. Donc cette partie-là, on l'explique, on sait l'expliquer. Mais une fois qu'on a expliqué tout ça, il nous reste, à l'époque, en 2018, 9%. Donc ces 9% ont été identifiés comme étant de la discrimination pure, c'est-à-dire on ne l'explique pas autrement que par le fait c'est une femme et donc je vais la payer moins qu'un homme. Donc Muriel Pénicaud à l'époque s'est vraiment attaquée à cette discrimination pure. Et cet outil qu'elle a mis en place, qui s'appelle donc l'index égalité, conduit à, et donc ça concerne les entreprises d'au moins 50 salariés, conduit à calculer sur la base de différents indicateurs qui sont fournis par la loi, qui sont donnés par la loi, une note. Donc chaque indicateur va avoir une note. La note maximale, c'est 100, suivant des barèmes qui sont fixés par la loi. Les entreprises doivent atteindre au minimum 75, car si elles ne les atteignent pas, ces 75 points, elles sont sanctionnées. Le ministre du Travail et le législateur a parlé effectivement de l'index égalité comme étant une obligation de résultat. Alors en droit, une obligation de résultat, c'est quels que soient les moyens que vous vous donnez, vous avez un résultat à atteindre. Votre résultat ici, c'est d'avoir au moins 75 points. Si vous n'avez pas 75 points, vous avez 3 ans pour mettre en place les mesures pour augmenter votre note. Et si c'est toujours pas fait, vous n'arrivez toujours pas à vos 75 points, eh bien, vous êtes sanctionné par une amende, une pénalité financière, dont le montant est fixé par le directeur de la DRET, c'est-à-dire le département du travail, le directeur départemental du travail. Alors, ces indicateurs, ils sont là.
Alors, il y en a 5 pour les entreprises qui ont plus de 250 salariés. Dans les entreprises de 50 à 250, c'est 4 indicateurs. Alors voilà, donc chaque indicateur a ses points. Alors, sans rentrer dans le détail, de toute façon, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que un des reproches que l'on fait à l'index égalité, c'est sa complexité. Ça, enfin, on parlera un petit peu après, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Et un des axes, c'est effectivement le simplifier. Alors, je vais m'arrêter sur quelques postes assez intéressants. Par exemple, le pourcentage de salariés augmenté à leur retour de congé de maternité. Ça, c'est un indicateur intéressant parce que ici, il s'agit juste d'appliquer une loi qui date de 2006. C'est-à-dire, augmenter les femmes à leur retour de congé de maternité, ça existe depuis 2006. Or, on a constaté à l'époque de la mise en place de l'index égalité qu'il y avait à peu près un quart des entreprises qui appliquaient cette disposition. Donc, c'est une disposition. Alors, allez, on va être sympa, ils disent ne pas la connaître. Et les femmes elles-mêmes ne la connaissent pas. Hein? Une des raisons pour lesquelles on a fait notre bouquin. C'est faire connaître cette législation aux entreprises, mais également aux femmes. Donc ici, on a 15 points lorsqu'on respecte la loi. Alors après, on peut débattre. Est-ce qu'on doit donner un bon point lorsqu'on fait bien les choses, que l'on doit naturellement faire? Bon, en tout cas, ça a le mérite effectivement d'avoir bousculé quelques entreprises qui s'est dit, oups, parce que 15 points en moins, on tombe à 85, on perd tout de suite 15 points dès l'instant où il n'y a qu'une seule femme qui a été oubliée. Donc c'est 0 ou 15. Alors après, on a le nombre de femmes et d'hommes dans les 10 plus hautes rémunérations. Donc là, on se rend compte sur les résultats de l'index que très peu d'entreprises atteignent les 10 points. Très peu. Ces deux indicateurs, augmentation de salaire des femmes et des hommes et promotion des femmes, c'est l'indicateur qui est regroupé dans les entreprises de 50 à 250. Et attention, il ne s'agit pas ici de mesurer le montant des augmentations ou des promotions, il s'agit de mesurer le nombre de femmes et d'hommes qui ont eu des promotions ou des augmentations. Donc peu importe, à la limite, vous donnez 1 euro d'augmentation à une femme, elle a donc eu sa promotion. Voilà. Donc ne pas se tromper sur ce que veut dire effectivement ces indicateurs. Alors, chaque année, donc, les entreprises ont, au plus tard au 1er mars, l'obligation de publier leur index. Alors, un des leviers qu'utilise la loi, donc on a vu un levier qui est l'obligation de résultat avec une pénalité financière. Un levier, et ça on le constate dans les différentes législations, dans les plus récentes, le levier c'est la transparence. C'est-à-dire la publicité que l'on fait autour de cette note. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées de publier leur index sur leur site internet. Pas intranet, internet. Et on doit accéder à l'information en 2 ou 3 clics. Parce qu'au début, les petits malins mettaient la note au fin fond de leur site, c'est-à-dire introuvable, ou vraiment il fallait le chercher, quoi. Donc aujourd'hui, elles sont obligées, effectivement, si elles sont obligées, en 2-3 clics, on doit arriver à connaître la note. Publication également sur le site du ministère du Travail. Publication également on doit communiquer à la fois la note, mais également les indicateurs. Au départ, on devait indiquer que la note globale. Maintenant, on doit indiquer également la note par indicateur. Donc ça fait vraiment partie des outils qu'utilise le législateur pour faire bouger les lignes. C'est la publicité, c'est la transparence. On appelle ça en anglo-saxon, c'est name and shame. Nommer pour faire honte. Alors, inutile de vous dire que les sociétés qui ont des bonnes notes, alors elles, vous allez le trouver en première page. Alors ça, il n'y a pas de souci. Celles qui ont de moins bonnes notes, elles vont essayer un peu de se cacher. Alors, ça, ce sont les chiffres les plus récents qu'on a eus en 2023. Donc, juste après le 1er mars, puisque c'est la deadline. Et en général, ça coïncide au 8 mars, que le ministre du Travail, effectivement, donne les résultats. Donc, on a une amélioration. Effectivement, de 84 en 2020, on est passé à 88 en 2023, la note moyenne. Oh, donc, amélioration. Pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Alors, elles ont augmenté de 7 points. Elles sont à 89,7 en 2023. Donc, elles ont un score qui est en moyenne supérieur au global.
Et on a 72% des entreprises qui ont publié leurs notes en 2023 contre 54% en 2020. 72%, alors qu'on prend sur un 100% d'entreprises qui devraient publier. Hein. Donc au 1er mars 2023, il n'y avait que 72% des entreprises qui avaient publié à la bonne date leur index. Alors, le regard que l'on peut porter sur l'index, ok, donc on voit cette obligation d'information, de publicité, etc. Il n'en reste pas moins que les femmes restent moins bien payées que les hommes. C'est des chiffres de l'INSEE, alors 22,3%. Alors, on va le mettre un petit peu en regard avec le chiffre que vous a présenté Mélanie tout à l'heure. Mélanie, les chiffres qu'elle vous a présentés, c'est une comparaison, je dirais, du taux horaire. C'est-à-dire à même durée de travail. Ici, le 22,3% intègre les femmes qui travaillent à temps partiel. D'accord ? Donc on va, voilà, c'est-à-dire qu'on va pas ramener au taux horaire, on va donner juste le montant du salaire, quel que soit le temps de travail. Donc c'est le chiffre que retient officiellement l'INSEE. C'est-à-dire que l'INSEE va prendre la masse salariale attribuée aux femmes, la masse salariale aux hommes. Et on va comparer. 2% des entreprises ont obtenu la note maximale de 100 points. En toute logique, toutes les entreprises devraient avoir 100. Toutes les entreprises devraient rémunérer pareil les femmes et les hommes. Et pourtant, seuls 2% ont obtenu la note maximale. Et puis 77 entreprises ont une note inférieure à 75 points depuis 2020. Potentiellement, elles sont donc en infraction, enfin c'est pas une infraction pénale, mais en tout cas, elles ont potentiellement, elles doivent payer effectivement cette pénalité financière. Alors, depuis l'instauration de cet index en 2019, seulement 49 pénalités financières ont été prononcées. Les pénalités financières, elles sont prononcées soit parce qu'on n'a pas publié l'index au 1er mars, soit parce qu'au bout de 3 ans, on est toujours à moins de 75. Comment ? Sur combien d'entreprises ? Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est 5000 entreprises. 77 entreprises. Non, là, c'est 49 pénalités qui ont été prononcées. Ouais, moi, je prends le chiffre d'avant. 77 entreprises ont une note inférieure. 77 entreprises sur combien ? Sur quoi, en fait ? Sur l'ensemble des entreprises qui doivent publier chaque année leur index. Alors, le nombre exact d'entreprises, je ne sais pas, je ne le connais pas comme ça, mais c'est epsilonesque. C'est très peu. Nouvelle obligation depuis cette année pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Ça illustre effectivement ce que je vous disais sur la transparence, sur vraiment ce levier que veut actionner le législateur. Ces entreprises-là doivent publier chaque année les écarts de représentation des femmes et des hommes, cadres dirigeants et membres des instances dirigeantes. Tout à l'heure, Mélanie parlait de la loi Copé-Zimmermann qui a introduit des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Aujourd'hui, on a la loi Rixain, plus récente, 2022, qui nous oblige à avoir des quotas dans les conseils d'administration, dans les instances dirigeantes, les CODIR, les COMEX, par exemple. Et ces nouveaux quotas, on va dire, devront être atteints en 2026, d'abord 30% et ensuite 40% en 2029. Alors, les lois défilent. Là, Mélanie vous en a fait une synthèse. On va dire que chaque année depuis 2000, dans les années 2010, chaque année on a une loi. Là, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars, le ministre du Travail et le Premier ministre, la Première ministre, ont présenté donc un plan quinquennal, un plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour 2023-2027, avec un certain nombre de mesures. Il y a des mesures qui concernent effectivement l'égalité professionnelle, par exemple décliner l'index dans la fonction publique, développer un programme pour favoriser l'entrepreneuriat au féminin, mais on travaille beaucoup aussi et de plus en plus sur le champ de la sphère privée. C'est-à-dire que tant qu'il y a encore des inégalités dans la sphère privée, on ne pourra pas envisager une égalité dans le milieu professionnel. C'est ce dont va vous parler Véronique.
Oui, parce que le cumul emploi-famille, c'est vraiment l'une des causes des inégalités qui perdurent dans le monde du travail. C'est un constat que tous les ministères des droits des femmes ou secrétariat ou sous-secrétariat, peu importe leur nom, ont. Donc c'est un constat qu'ils ont fait. Et c'est une double inégalité parce que non seulement les femmes ont encore et toujours la charge mentale de leurs enfants, voire de leurs parents, selon leur âge, mais on voit aussi que 76% des femmes qui ont des responsabilités familiales sont moins souvent en emploi que celles qui n'en ont pas, et à l'inverse, 91% des hommes qui ont des responsabilités familiales sont en emploi. Voilà, donc il y a une double inégalité. C'est l'INSEE qui nous le dit. Il n'y a pas de disposition spécifique par rapport à ça, c'est-à-dire que la réglementation est censée être la même pour tous. Donc il y a quand même quelques mesures qui ont été prises depuis quelques années, mais qui ne sont pas spécifiquement destinées aux femmes. Donc le droit à la déconnexion, qui spécifie que personne n'est obligé de répondre aux mails pro, aux appels de clients, collègues, supérieurs, en dehors des heures de travail, ceci afin de profiter sereinement d'une vie personnelle à laquelle tout le monde a droit. Donc avec le blocage des mails, l'engagement de l'employeur de ne pas contacter les salariés le week-end ou passer une certaine heure. Et ce droit à la déconnexion, qui a été affirmé dès 2017 par le ministère du Travail, doit apparaître dans une charte d'entreprise ou être intégré dans les négociations de l'accord égalité ou qualité de vie au travail. Alors le télétravail, que tout le monde a pu expérimenter il y a 3 ans, enfin beaucoup de gens en tout cas, c'est très bien pour mieux concilier vie familiale, vie privée dans une certaine mesure. Effectivement, ça évite des temps de transport parfois longs et fatigants. Pour autant, il est important, certaines entreprises en tout cas, ont pris des mesures pour vérifier que les femmes, surtout, ne se retrouvaient pas en fait à faire une double journée en même temps, faire des réunions en préparant à manger ou avec le petit dernier sur les genoux. Donc les syndicats, certains syndicats et certaines entreprises ont mis en place, par exemple, la possibilité d'aller télétravailler dans des tiers-lieux pas très loin de chez soi, pour éviter cette porosité vie familiale, vie professionnelle. Alors, l'influence de la sphère privée sur la sphère professionnelle, la vie privée n'est pas si privée que ça, puisque l'employeur doit tenir compte quand même de la situation personnelle d'une salariée, enfin des salariés en général, qui ont le droit de refuser de modifier des horaires, même si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail, en invoquant justement des obligations familiales impérieuses. Et c'est exactement la même chose de refuser de changer de lieu de travail, alors que le contrat prévoit pourtant une clause de mobilité, là aussi en invoquant des obligations familiales impérieuses. Et donc les violences conjugales, une victime sur 2 de violences conjugales exercent une activité professionnelle. À ce titre, les entreprises, beaucoup de grandes entreprises, ont fini par s'emparer de la question parce que ces violences qui sont privées ont des répercussions de toute manière sur la vie de la salariée au travail en termes de fatigue, de stress, d'absence, de perte de concentration. Et donc, certaines entreprises ont mis en place des formations auprès de leurs salariés pour sensibiliser et agir contre ce fléau. Les organisations syndicales ont également proposé aux employeurs des mesures en lien avec ces situations. Je pense à la Poste notamment, qui a essayé de mettre en place un certain nombre de choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une victime de violence conjugale peut débloquer les sommes qui sont placées sur son plan épargne entreprise, ce qui est assez nouveau. Et une salariée qui démissionne parce qu'elle est victime de violence conjugale et qu'elle doit quitter la région, peut bénéficier des allocations chômage. Donc ça, c'est vraiment des choses spécifiques qui touchent le monde du travail et qui sont à destination des personnes qui sont victimes, des femmes qui sont victimes de violences conjugales. En conclusion, il ne vous aura pas échappé que le sexisme ne recule pas du tout en France, que les femmes restent inégalement traitées dans le monde du travail, mais pas que, dans l'espace public aussi, qu'elles sont encore victimes d'actes, de propos sexistes, que les biais, les stéréotypes, les clichés sexistes, les situations de sexisme quotidien continuent d'être très banalisées,
reste partiellement accepté par une grande partie de la population. Là aussi, je peux vous renvoyer au dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Il y a un certain nombre de situations qui sont listées et qui peuvent sembler assez édifiantes en 2023. Pour lutter, donc le Haut Conseil à l'égalité, auquel on se réfère beaucoup, a émis différentes propositions qui ne concernent pas que le monde du travail, hein, qui concernent aussi les écoles, les publicités, il y en a beaucoup. Nous, dans notre livre, on fait aussi un certain nombre de propositions pour lutter contre le sexisme. Et puis, voilà, on voulait quand même conclure en disant que la lutte contre les inégalités, c'est l'affaire de tous, à tout moment de la vie, tous les jours. Voilà.